Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de discuter aux fournisseurs. Alors, comment communiquez-vous avec eux? Par quels moyens communiquez-vous avec eux? Et que dites-vous dans vos emails? Quelles questions poser? Eh bien, je vais répondre à tout ce qui précède dans cette vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Donc, pour les nouvelles et nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Teddymax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus donc récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets de toujours vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, j'espère que tout le contenu de cette vidéo vous aidera, surtout lorsque vous allez contacter pour la première fois et pour le reste en fait, des discussions avec les fournisseurs. Alors, permettez-moi de démarrer par vous faire savoir que la communication avec un fournisseur sera différente lorsque vous allez communiquer avec un fournisseur donc au niveau national ou par rapport à un fournisseur international. Donc, lorsque vous vous approvisionnez localement, disons que vous vivez en France et que vous vous approvisionnez ici en France, eh bien, je vous recommande fortement de prendre le téléphone tout simplement et de les appeler. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que voilà, il y a quelqu'un au bout de ligne, voilà, et de vous assurer par la suite que déjà les coordonnées qui sont affichées sont bien réelles. Voilà, la raison, c'est pour cela. La raison en est que vous allez aussi établir cette relation personnelle avec eux. Et il y a une certaine personnalité que vous pouvez entendre par téléphone. Donc, vous pouvez établir une vraie relation, donc construire vraiment une vraie relation avec tout cela. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose par email. Par email, en fait, c'est donc l'échange est moins agréable et peut-être plus long. Et cela va prendre plus de temps pour obtenir une réponse. Donc, par téléphone, c'est simple, c'est facile, c'est local. Maintenant, je recommande vraiment cette façon de procéder. Mais si vous souhaitez vous approvisionner à l'international, par exemple, si vous voulez vous approvisionner via la Chine ou un autre pays en Asie, eh bien, vous devez d'abord leur envoyer un email. Et c'est certainement la première étape à franchir par email. Et c'est juste parce que, je veux dire, il y a d'abord le décalage horaire. Et aussi, vous devez comprendre qu'ils ne seront pas aussi à l'aise pour décrocher le téléphone car au final, ils n'auront peut-être pas un aussi bon anglais, vous savez. Et quand ils parlent par email, ils ont juste plus de temps pour formuler une réponse. Et ils pourraient peut-être utiliser un traducteur et donc leur anglais sera meilleur. Et ils sont juste plus confortables comme tels. Donc, souvent avec mes fournisseurs en Asie, vous savez, parfois je suis au téléphone avec eux et le problème, c'est que je ne peux pas comprendre ce qu'ils disent, là, certainement des fois. Mais quand nous discutons par mail, c'est comme s'ils parlaient couramment l'anglais, tout d'un coup. Eh bien, parce que le mail, en fait, est un meilleur moyen pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent établir une bonne relation avec vous, juste en utilisant par exemple un traducteur, Google Traduction, voilà, et avec d'autres outils aussi, donc de correction grammaticale, orthographique, et puis tout va bien se passer. Le plus important pour vous est que vous vous compreniez, parce que la compréhension est la pierre angulaire d'une bonne relation entre vous deux. Et une fois que vous avez établi une relation avec votre fournisseur, eh bien, cette relation, en fait, peut basculer vers une phase transitoire de communication via, par exemple, WeChat, Skype ou WhatsApp. Voilà. Et c'est très courant, surtout en Chine.
la raison est juste que ces services de messagerie instantanée, en fait, constituent une communication plus rapide que le mail et voilà, ils utilisent tous, en fait, ces services là-bas. Alors, commencez par l'email, puis passez par WeChat, Skype, Moo et WhatsApp. Alors, maintenant, combien de fournisseurs devez-vous contacter? Alors, je recommanderais de contacter au moins 5 fournisseurs. Mais, personnellement, j'en contacterai au moins 10. Et la raison en est que plus vous pouvez contacter les fournisseurs, mieux vous aurez des réponses adéquates à votre cahier des charges. Et vous remarquerez peut-être que certains fournisseurs ne vous répondent même pas. Vous pouvez contacter 3 fournisseurs qui ne répondent tout simplement pas. Peut-être 3 autres qui mettent 3 jours pour répondre. Et vous remarquerez que certains fournisseurs répondent immédiatement. Donc, il est bon d'avoir un moyen de comparer différents fournisseurs. J'aime aussi prendre des notes sur la rapidité avec laquelle, en fait, ils doivent répondre. Tout simplement parce que j'aime comme les fournisseurs répondent assez rapidement. C'est normal, c'est une sorte d'indication qu'ils ont des moyens de communication rapides. Et donc, je sais qu'un jour, lorsque je suis dans une position où je dois parler d'urgence à un fournisseur, eh bien, ça ne va pas leur prendre 3 jours pour avoir une réponse de leur part. Et une chose à noter également est que certains fournisseurs ne répondent pas avec le premier mail. Mais pour différentes raisons, comme le fait qu'ils reçoivent une tonne de mails tous les jours de potentiels clients, de transitaires ou de hackers, tout simplement. Eh bien, certains fournisseurs ne vous prennent tout simplement pas au sérieux. Voilà. Ils vous prennent plus au sérieux lorsqu'ils voient que vous leur avez envoyé un second mail. Donc, c'est bon de se mettre au-dessus des autres prospecteurs et d'établir un suivi par mail. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un follow-up. Voilà, c'est une séquence de mails que vous allez mettre en place pour contacter, établir une relation de communication avec votre fournisseur. Voilà, vous dites par exemple mon deuxième mail. Écoutez, je sais que je vous ai envoyé un mail il y a une semaine par exemple et que je n'ai pas eu de nouvelles de vous. J'aimerais bien recevoir vos retours sur mes demandes. Et si vous voulez bien me recontacter dans les meilleurs délais. Alors, mettez en place un suivi. N'ayez pas peur de le faire. Et je recommanderais ici simplement d'obtenir une feuille Excel, par exemple le Google Sheet, et de mettre vos informations concernant les fournisseurs que vous avez contactés. De suivre par exemple le temps qu'il leur faut pour vous contacter et de mettre ceux qui vous répondent, ceux qui ne vous a pas répondu. Donc aussi dans les délais que vous avez souhaités. Voilà. Parce que vous êtes aussi un entrepreneur et le temps, je répète toujours, vous est compté lorsque vous démarrez un business. Et puis, lorsque vous envoyez un mail de suivi, vous voulez être professionnel, c'est très important. Je vous recommande fortement d'avoir une adresse mail professionnelle, ce qui signifie que c'est une adresse email avec un nom de domaine. Donc, attaché à un nom de domaine. Voilà, c'est plus ça. Ce n'est pas, par exemple, une adresse mail non@hotmail.com ou non@gmail.com que vous allez envoyer. Non. Pour mon cas, par exemple, j'ai ici telimax.com, le site web. Eh bien, l'adresse mail que j'enverrai serait info@telimax.com ou info@votremarque.com ou support@votremarque.com. Voilà. Mais la raison en est que ces noms de mail vous rendent juste plus professionnels aux yeux des fournisseurs. Eh bien, cela leur montre que vous êtes une entreprise sérieuse. Et je recommanderais également de vous assurer que vous disposez d'un mail bien rédigé. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un anglais parfait que vous ne devriez pas porter attention sur la qualité de vos mails. Vous devriez certainement vérifier l'orthographe et la grammaire, surtout de vos mails, et ne surtout pas le bâcler. Vous savez, soyez juste professionnel et disposé à respecter les principes d'échange professionnel. Et une chose à noter en Chine, ils ont tendance à prendre les choses très au sérieux.
Les manières sont souvent assez importantes dans plusieurs aspects de vie en Chine. Par exemple, vous avez en Chine, ils disent si votre passeport est déchiré ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit, eh bien, ou qu'il a subi des dommages, eh bien, les autorités ne les acceptent pas. Ils veulent que votre passeport tout simplement soit propre et en bon état, car c'est ce qu'ils attendent des gens. Donc, assurez-vous donc que vous avez également des mails très bien écrits et soyez addict sur ce coup-là de manière professionnelle. D'accord? Alors, que devez-vous inclure dans votre premier email à votre fournisseur? Je vais donc vous montrer 6 questions à poser à votre fournisseur et votre premier mail. Eh bien, premièrement, vous allez indiquer quel produit de leur catalogue de produits vous intéresse. Et il vous suffit donc de répéter que c'est le produit qui vous intéresse. Assurez-vous qu'il est en stock. Deuxièmement, vous allez leur demander si le produit est disponible via le private labeling, c'est-à-dire la création de marques propres. Alors, vous allez leur demander, est-ce un produit que je peux mettre sous ma marque propre? Si oui, où puis-je mettre mon logo? Troisièmement, vous allez leur demander si le produit peut être personnalisé. Donc, il est vraiment bon ici de savoir s'il peut être personnalisé, car peut-être pas avec votre première commande, mais à l'avenir, vous voudriez peut-être personnaliser le produit en fonction des commentaires de vos clients. Donc, si vous obtenez beaucoup de commentaires d'une étoile grâce au logo sur le produit, vous voulez pouvoir le mettre. Il est donc bon ici de savoir si vous pouvez insérer un logo ou non. Et numéro 4, vous voulez savoir ici quels sont les niveaux de prix. Donc ici, les niveaux de prix en fait signifient qu'ils ne vous donneront pas un prix par unité. Plus vous commandez, plus le prix diminue. Donc vous commandez par exemple 500 unités. Le prix pourrait être 3 $ par unité. Si vous commandez par exemple 1000 unités, le prix pourrait être 2,75 $. Et si vous commandez 2000 unités, le prix peut descendre jusqu'à 2,25 $ par exemple. Donc, l'unité diminue avec la quantité que vous commandez. Mais souvent, si vous demandez des niveaux de prix, sachez simplement qu'ils pourraient ne pas vous renvoyer de chiffres dans cet email. Lorsqu'ils répondent, en fait, ils peuvent vous demander plus d'informations. Donc, ils pourraient vous demander des dimensions similaires de produits. Donc, cela vous donnerait une occasion de leur donner une réponse directe tout de suite. Le numéro 5 est que vous voulez leur demander quel est le MOQ. Alors, le MOQ représente en fait la quantité minimale de commande, Minimum Order Quantity. Et vous ne voulez pas en faire la première question que vous allez poser, car le fournisseur pourrait dire « Oh, peut-être eh bien que cet acheteur ne peut se permettre qu'une centaine d'unités et qu'il n'est pas un gros vendeur. » Vous voulez en sorte de poser cette question vers la fin de la liste. Mais rappelez-vous toujours que le MOQ est toujours négociable. Donc, s'ils disent par exemple que le MOQ est de 1000 unités et que vous vous dites, bon, je ne peux pas me permettre 1000 unités, sachez simplement qu'il y a de la place pour la négociation dans ce deal. Et le numéro 6 est le temps de production estimé. Donc, c'est important parce que vous voulez savoir combien de temps il leur faudra pour créer votre produit, parce que vous voulez faire bouger les choses avec votre entreprise. Et surtout, si vous vous dirigez vers le 4e trimestre, quand il y a beaucoup de monde qui se bouscule pour faire des commandes à Noël. Si les fournisseurs vous disent qu'il leur faut 3 semaines pour fabriquer un produit de marque propre, que vous ne personnaliserez pas, ce n'est pas ici une bonne indication. Vous ne voulez pas qu'ils prennent plus de 2 semaines. Cela devrait prendre en fait peut-être 1 semaine, car si vous ne personnalisez pas le produit et qu'ils ont déjà un stock, eh bien ce qu'ils ont à faire est de mettre une étiquette dessus. Et le processus devient très simple. Je veux dire, si vous avez une étiquette très spéciale qui est comme intégrée dans la conception d'un produit, eh bien ils devront peut-être refaire l'emballage ou quoi que ce soit. Eh bien, ces procédés-là prendront plus de temps. Mais sachez que plus votre produit est simple, moins il leur faut du temps. Donc, d'après mon expérience, un article qui est personnalisé pour une marque propre
prendra 3 semaines pour être produit. Donc si vos fournisseurs vous donnent 3 semaines pour un produit et que cela n'est en partie pas une personnalisation et que les fournisseurs prennent un peu trop de temps, ici, ce n'est pas une bonne chose. Je vous suggère de passer au fournisseur suivant. Donc, c'est bon ici de le savoir. Conservez toutes ces informations de communication, des données de vos fournisseurs dans votre feuille de calcul. Donc, une fois que votre fournisseur a répondu, que dites-vous maintenant dans vos emails de suivi? Dans votre deuxième mail, il y a 3 choses que je dirais qu'il suffit de demander. La première chose est le type d'emballage et d'options de marque propre qu'ils offrent. Donc, souvent, différents fournisseurs en fait auront différentes options pour la marque et l'emballage. Vous savez, si vous faites du private label sur un produit et que vous le gardez aussi simple que possible, eh bien, le fournisseur pourrait simplement opter pour un sac en plastique comme emballage. Mais il est bon de savoir qu'il a la possibilité de mettre à niveau à l'avenir votre emballage, à savoir une boîte en carton ou en toile de jute par exemple. Il est donc bon ici de connaître toutes ces options et les fournisseurs peuvent simplement vous envoyer un catalogue qui contient déjà toutes ces informations de construction de marque maison. Et vous savez, lorsque vous commencez, n'allez pas dépenser des milliers d'euros pour personnaliser votre produit et le rendre incroyable. Je recommanderais toujours fortement de commencer par l'option la plus basique et la moins chère et de démarrer votre business avec. N'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent et qu'il est important de faire bouger les choses. Et plus les objets personnalisés sont longs à produire, plus cela vous coûtera cher. Et il est bon ici de simplement lancer quelque chose. Parce que lorsque vous lancez un nouveau produit sur le marché sous votre marque, vous ne savez pas s'il va bien se vendre. Et cela ne vaut pas la peine de dépenser des milliers d'euros si vous n'avez pas de données de vente. Alors, ici, obtenez les données de vente. Obtenez les commentaires clients. C'est votre objectif lorsque vous lancez un business sur Amazon. Et sur la base de ces commentaires, vous personnalisez plus tard le produit et dépensez plus d'argent pour l'emballage et la marque. Le numéro 2 est quel type de méthode de paiement les fournisseurs acceptent. Eh bien, les fournisseurs, en fait, n'acceptent donc pas souvent PayPal pour des quantités importantes. PayPal sera accepté peut-être pour une petite commande d'une centaine d'euros, mais ils n'accepteront pas PayPal pour une commande de 1000, 2000 euros parce que les frais PayPal sont assez élevés. Donc, la plupart du temps, la transaction se fera en virement bancaire. Et il est bon de le faire si vous vous approvisionnez auprès d'Alibaba pour utiliser la Trade Assurance ou l'assurance commerciale d'Alibaba, qui est une protection, le type d'assurance pour vous si vous allez payer vos fournisseurs. Alors, assurez-vous qu'ils coopèrent avec l'assurance commerciale d'Alibaba. Et si vous envoyez, par exemple, un virement, envoyez-le aux informations fournies sur le protocole de l'assurance commerciale. Parce que vous voulez vous assurer que les informations fournies sur ce protocole d'assurance commerciale correspondent aux informations fournies par votre fournisseur. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'envoyer sur leur compte bancaire, malgré le fait que vous ayez un ordre d'assurance commerciale et ils le reçoivent. Et si vous devez soumettre une réclamation sur votre commande, ils diront qu'ils ne peuvent rien y faire. Bon, parce que vous ne l'avez pas envoyé suivant le protocole. Et troisièmement, vous voulez obtenir les spécifications d'emballage et de marque au fournisseur. Donc, une fois que vous avez décidé du fournisseur et de tout le processus, alors vous voulez vous assurer de payer maintenant. Il est temps d'obtenir un logo, une conception d'emballage, des étiquettes, tout ce que vous devez faire. Et souvent, les fournisseurs auront certaines exigences à cet égard. Donc, ils ne pourront même peut-être imprimer qu'une ou deux couleurs. Ils ne pourront peut-être imprimer que certaines dimensions. Vous avez besoin de vous assurer que vous disposez de toutes ces informations avant d'embaucher un designer pour faire tout le travail. Sinon, ce sera inefficace et parfois vos fournisseurs peuvent réellement faire la conception et les illustrations pour vous. Vous pouvez simplement leur donner les concepts suivants et c'est ce que ma marque propose. Voilà à quoi je voudrais que ma marque ressemble. Ce sont les couleurs que j'aime.
formuler des propositions pour moi, puis vous les payez et ils peuvent designer le produit pour vous. Cela peut donc souvent être une voie plus simple. Si vous pouvez le faire, c'est vraiment une bonne option. Et pour vos premiers contacts avec le fournisseur, n'en faites pas plus un gros problème qu'il ne l'est. Ce n'est peut-être pas si grave, on s'y habitue au bout d'un moment. Et c'est pourquoi plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Et plus vous avez des contacts avec les fournisseurs, plus c'est simple. Et soyez simplement amical. N'oubliez pas que ce sont des êtres humains. Ce sont des gens comme vous. Et vous ne pouvez pas avoir des attentes aussi élevées. N'oubliez pas non plus que vous êtes dans un fuseau horaire complètement différent. Parfois, cela peut être le matin pour vous et il peut être déjà l'après-midi pour eux. En tout cas, ce que je sais, c'est que lorsqu'il est 10 h ici à Paris, eh bien, il sera 16 h à Shanghai, par exemple. Voilà. Donc, vous savez, soyez prévenants et sachez aussi quelles sont les périodes de vacances. Il y a donc des périodes de vacances, par exemple en Chine, vous devez savoir quand cela se produit. Par exemple, le Nouvel An chinois. Donc, à partir de ces informations, vous saurez quand ne pas contacter les fournisseurs et quand ne pas passer de commandes et aussi peut-être leur donner un cadeau ou leur dire des compliments ou quoi que ce soit. Vous savez, voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aidera pour établir une bonne communication, une bonne relation avec votre fournisseur. Et si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous avez aimé cette vidéo et d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique avec succès sur Amazon. Allez, je vous montre ici au-dessus le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre quelques secrets avec les fournisseurs. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.